à la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi qu'à la protection radiologique. Pour ce faire, le président de la République a aussi d'ores et déjà clairement exprimé dans son programme pour la renaissance du Niger sa volonté de prendre en compte la promotion de l'utilisation pacifique de l'atome comme outil et support pour le développement économique et social du pays, notamment avec l'introduction de l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique national et sous-régional. Ainsi, pour la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ces assises de Niamey interviennent à point nommé. Si l'utilisation pacifique des rayonnements ionisants est incontestablement bénéfique à plus d'un titre pour le développement économique de nos pays et que les aspects relatifs à la sécurité et la sûreté sont suivis de très près au niveau international, c'est parce que les risques existent. Le fait que les applications nucléaires soient un outil efficace d'adaptation au changement climatique, de lutte contre la pauvreté, les maladies, l'insécurité alimentaire, les problèmes énergétiques notamment, ne doit occulter ni les effets biologiques graves pouvant survenir lors d'accidents radiologiques ou nucléaires, ni ceux liés à l'exposition professionnelle accidentelle ou continue, et encore moins ceux liés au terrorisme, d'où la nécessité de mettre en place des procédures rigoureuses de contrôle et de gestion et de régulation. 5 jours durant, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'attelleront à transmettre aux participants issus des divers pays africains des connaissances sur les nouvelles fonctionnalités de gestion de la dernière version de ce logiciel ainsi que ses applications, entre autres. Direction l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Parlement se poursuivent. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 3 projets de loi. Le point avec Mariama Soumana. Les travaux ont débuté par l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance du vendredi 24 octobre 2014 sous la présidence du 4e vice-président Mohamed Ben Omar en présence des membres du gouvernement. C'est ainsi que les députés ont procédé à l'examen du projet de loi portant statut autonome du personnel des cadres des services judiciaires, notamment les greffiers. Un projet de loi qui confère plusieurs avantages aux greffiers en tenant compte des spécificités de leurs fonctions. Après discussion générale et analyse des articles point par point, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par la plénière avec 111% de voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ensuite, les élus nationaux ont examiné le projet de loi déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger. Un projet de loi qui vient ainsi combler le vide juridique en matière de juridiction des mineurs au Niger. Il a été adopté avec 110% de voix pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, les députés ont examiné le projet de loi portant modification de l'ordonnance du 22 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne, modifiée par l'ordonnance du 18 février 1988 et l'ordonnance du 4 juin 1999. Ce projet de loi a pour objectif de permettre à la diaspora nigérienne d'acquérir la nationalité nigérienne tout en bénéficiant de celle du pays d'accueil. Ainsi, après discussion générale, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par la plénière. Ravi de l'adoption de ces 3 importantes lois, le ministre de la Justice a tenu à remercier les députés. Je suis là simplement pour vous remercier pour ces votes unanimes de 3 de nos textes très importants pour l'avenir de notre pays. Le premier projet de loi relatif au statut autonome des cadres des services judiciaires qui, comme vous le savez, c'est une exigence de la Constitution qui veut que, effectivement, le statut de tous les auxiliaires de la justice puisse relever du domaine de la loi pour ménager un certain nombre de dispositions permettant de mieux gérer ce corps et d'atteindre les objectifs d'une bonne justice. Les travaux se poursuivront demain mardi 28 octobre 2014 avec l'examen et l'adoption d'autres projets de loi.
Autre aspect de ce journal, l'ouverture ce matin à l'hôtel Gawey des travaux d'un double atelier de formation organisé à l'intention des leaders de la société civile et des professionnels des médias. Le dit atelier a pour thème la problématique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et c'est le ministre en charge des Finances qui a présidé l'ouverture du dit atelier. Al-Mokhtar Kaini. Organisé par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile PASOK 2, cet atelier a pour objectif l'implication de la société civile et les médias dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Deux groupes sociaux qui permettront à travers leurs actions de sensibiliser et de donner une vision claire sur les actions à entreprendre et la démarche citoyenne à adopter pour empêcher au crime organisé sous toutes ses formes de prospérer. Côté protocolaire, c'est la présidente de la CENTIF qui a tout d'abord souhaité la bienvenue à l'assistance avant de revenir sur le rôle combien important que jouent les médias et la société civile en matière de bonne gouvernance. La nécessité d'impliquer les organisations de la société civile et les professionnels des médias n'est plus à démontrer dans le combat contre le mal, qui est la criminalité financière nationale et transnationale organisée. Notre implication permettra ainsi de rehausser la conscientisation du public, de favoriser la transparence en vue d'un changement de comportement et accompagner les efforts déjà consentis par la CENTIF pour amener les différents acteurs à jouer pleinement leur rôle. S'en est suivi les allocutions de la représentante des partenaires techniques et financiers, Yvonne Capella, et du représentant du ministre de la Communication, Kasso Salissou, qui ont tour à tour salué l'initiative de l'atelier et dégagé l'importance du thème. Le ministre des Finances, en ouvrant les travaux, a remercié les partenaires techniques et financiers et l'Union européenne en particulier d'avoir appuyé la CENTIF. Jules Baillet a ensuite souligné le phénomène du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le phénomène de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représente aujourd'hui une menace pour la paix dans le monde, aussi bien en termes de sécurité intérieure que de stabilité économique, financière et même politique de nos États. Comme vous le savez, hélas, notre sous-région connaît une recrudescence des actes terroristes perpétrés par des groupes criminels dont le financement provient généralement des trafics illicites, des rançons et de diverses sources, souvent insoupçonnées. Les événements intervenus tout récemment dans le nord du Mali, où 9 de nos valeureux soldats sont tombés sous les balles de ces terroristes, en sont une conséquence. Au sortir de ce double atelier de 2 jours pour les leaders de la société civile et 2 jours pour les professionnels des médias, sortiront des résolutions et recommandations en vue de renforcer la capacité de ces 2 groupes socio-professionnels pour les amener à mieux s'approprier la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et puis vous l'avez compris, nous recevons justement sur ce plateau un invité. Il s'agit donc de M. Abdou Gallo Karim. Il est membre du réseau des champions pour un financement adéquat de la santé. M. Abdou Gallo Karim, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre réseau, le réseau des champions pour un financement adéquat de la santé? Je veux dire, quelle est sa mission et surtout comment fonctionne-t-il ce réseau? Merci M. Moudi pour parler un peu du réseau des champions pour le financement adéquat de la santé. Je voudrais que vous me permettiez un tout petit peu d'évoquer une réunion entre les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO qui a eu lieu en 2001 à Abuja. À cette occasion, donc,
les chefs d'État ont évoqué des problèmes de santé, notamment la tuberculose, le sida, et ont abouti à la conclusion qu'il fallait un meilleur financement pour faire face à ces problèmes et à bien d'autres des préoccupations de l'heure. C'est ainsi que les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO se sont fixés comme objectif d'atteindre au moins 15% de leur budget des pays respectifs alloués au secteur de la santé. Et donc c'est ce qui a pris l'appellation de déclaration d'Abuja. Et en 2010, donc 9 ans après, des parlementaires et des hauts cadres des ministères des Finances des pays membres de la CEDEAO se sont réunis à Ouagadougou et se sont rendus compte que ça n'a pas beaucoup avancé. C'est ainsi qu'ils ont à leur tour fait des recommandations pour demander à l'OAS, qui est l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, de prendre les dispositions pour que dans les pays, qu'il y ait des réseaux de champions pour accompagner le financement, pour faire le plaidoyer nécessaire pour qu'il y ait un meilleur financement dans les pays. Voilà donc ce qui a amené la création du réseau. Justement, comment fonctionne maintenant ce réseau? Alors, le réseau, c'est une structure de la société civile qui a été mise en place dans le cas du Niger le 30 novembre 2012 et qui, ma foi, regroupe des personnes venues d'horizons divers. Il y a des parlementaires, il y a des membres de l'exécutif au plus haut niveau de l'État, la primature de la présidence, du ministère de la Santé, du ministère des Finances et de la société civile, des hommes des médias. Donc voilà en gros comment ça s'est passé. Vraiment ça a été une assemblée générale ouverte qui a élective, donc qui a permis d'aboutir à la composition d'un bureau fonctionnel avec 3 organes, une assemblée générale, un conseil consultatif et un secrétariat exécutif permanent. Oui, mais maintenant, quel est l'objectif global que vous visez à travers justement ce réseau? Alors, l'objectif, c'est tout naturellement de faire un bon plaidoyer qui permettrait d'augmenter le financement de manière sensible, de manière en tout cas adéquate, le financement en faveur de la santé. Alors, il n'y a pas que ça. Puisqu'il ne suffit pas seulement de dire, par exemple aux autorités gouvernementales, il faut augmenter le financement. Il faut aussi montrer comment augmenter le financement, c'est-à-dire quelles sont les niches dans lesquelles on peut puiser, comment, si vous voulez, accroître l'espace fiscal pour qu'on puisse avoir un meilleur financement de la santé. Et donc, c'est du plaidoyer, mais c'est aussi la contribution aux efforts de croissance économique forte et durable. C'est également d'amener de l'autre côté les populations à adopter de meilleurs comportements vis-à-vis des grands enjeux de santé publique. Oui, mais là, peut-être une dernière question. De quels moyens disposez-vous pour justement atteindre cet objectif que vous êtes assigné? Alors, les moyens, c'est le plaidoyer, c'est la sensibilisation, c'est également la formation. Faire en sorte que autour de nous, tous ceux qui, nous pensons, peuvent apporter un plus, soient amenés à travailler dans le même sens que nous, de façon qu'effectivement, on arrive à un meilleur financement de la santé. Peut-être votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire que en réalité, le financement, il ne faut pas voir ça seulement du côté. Parce que quand on parle de financement de la santé, les gens voient en général uniquement du côté des autorités. En réalité, même la population participe. Dans le cas de notre pays, une bonne proportion du financement de la santé provient de la population et des ménages. Et donc, c'est pourquoi tantôt je parlais de changement de comportement. Il faudrait que les gens, qu'on trouve les moyens d'amener les populations, n'est-ce pas, à conjuguer leurs efforts pour qu'il y ait un meilleur financement, pour que ceux qui n'ont pas besoin des services de santé, ceux qui sont bien portants comme on dit, puissent aider ceux qui sont malades à faire face à leurs dépenses de santé. Le financement de la santé, c'est tout ça. Ce n'est pas uniquement du côté de l'État. Abdou Gallo Karim, merci et surtout bon courage. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes donc membre du réseau des champions pour un financement adéquat de la santé. Merci beaucoup. Vous pouvez rester sûr avec nous si vous le désirez bien, la suite de ce journal. Suite de ce journal, début ce matin au centre Amir, sur le temps des travaux de l'atelier d'évaluation des plans d'action annuels 2014 et de programmation 2015 des structures centrales du ministère en charge de la santé publique, des assises qui permettront également donc de dresser le bilan des activités du 10 ministères au titre de l'année 2014. Aïssata Issa Kindou. La présente cérémonie marque l'ouverture de l'atelier d'évaluation des plans d'action annuels 2014 et de programmation 2015 du ministère de la Santé publique.
Cet atelier, qui durera 6 jours, vise à faire un bilan sans complaisance de l'exécution des plans d'action annuels au titre de l'année 2014 et une programmation réaliste pour l'année 2015. La réunion qui se déroule ce matin et qui durera 6 jours vise les objectifs suivants. Évaluer la mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe de décembre 2013, apprécier la mise en œuvre physique et financière des plans d'action annuels des structures du niveau central, apprécier le niveau d'atteinte des indicateurs du guide de suivi et évaluation du PDS 2011-2015 au second trimestre 2014, ainsi que la situation des maladies à caractère épidémique. Identifier les points forts et les points faibles dans la mise en œuvre des PA 2014 et formuler des recommandations appropriées. Apprécier le niveau de mise en œuvre de la gratuité des soins et de la chirurgie de district. Sur la base des priorités 2015, apprécier les PA des différentes structures. Je souhaite que vous fassiez preuve d'un grand esprit de tolérance et d'équipe, d'engagement, de communication et de solidarité afin que la population nigérienne pour laquelle nous menons le combat contre les différentes maladies soit l'élément central de vos réflexions tout au long de vos travaux. Dans le but de concrétiser l'ambition des membres du gouvernement dans le domaine de la santé pour tous, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique exhorte les participants à redoubler d'efforts pour que les nobles idéaux de la santé soient une réalité pour notre secteur et à prendre toutes les dispositions afin que les résultats 2014 puissent être les meilleurs. Le président directeur général de la compagnie de transport aérien Niamey Air Niamey, a animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci est relatif au transport des pèlerins nigériens du Hajj 2014 ainsi que les difficultés provoquées par certaines compagnies, des difficultés qui ont failli entraver le bon déroulement du Hajj cette année. Écoutons donc à ce sujet les explications de El Hajj Ibrahim Abdoulaye Diori. Je voudrais ici rappeler que le marché de transport des pèlerins n'est pas un marché public. Comme le dit et veut le faire croire M. Hamma Amadou dans une interview accordée à Monde Afrique, dans l'unique intention de nuire. Le marché, pour son information, est conclu entre les agences de pèlerinage et les compagnies aériennes, retenues selon un processus de négociation sous la supervision de la commission d'organisation du Hajj et de la Umrah, qui est l'organe régulateur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lui dire qu'il est très bien placé pour savoir que la présidente de la Cour constitutionnelle n'a jamais été corrompue et n'est pas corruptible. Tous ceux qui l'ont approché peuvent témoigner. De l'adjudication des lots au déroulement des opérations proprement dites. Une première adjudication d'un lot de 4 000 en date du 18 juillet 2014 par lettre numéro 787-2014 bar Cap bar Kourou adressée au PDG d'Air Niamey. Ensuite, il y a eu une deuxième adjudication d'un lot de 8 000 après disqualification de Maxair par les autorités aéronautiques saoudiennes. Cette lettre néanmoins précise que le quota initialement attribué à notre compagnie en joint venture avec la compagnie Maxair est porté à 8 000. La joint venture, c'est un terme anglais qui veut dire partenariat. Une troisième correspondance, le 22 septembre 2014, où le commissaire à l'organisation du Hajj m'informe qu'il a décidé de recourir au service de Flynas compte tenu de l'incertitude qui plane sur la délivrance des slots, en lui attribuant un lot de 2000 pèlerins supplémentaires, ce qui nous ramène à 6000 pèlerins pour Flynas et 6000 pèlerins pour Air Niamey. Je rappelle que la désignation de Maxair a été rejetée par les autorités aéronautiques saoudiennes pour sa nationalité étrangère qui de fait l'exclut de l'accord bilatéral de transport aérien signé
entre le Niger et l'Arabie Saoudite. Aussi, parmi toutes les compagnies aériennes de droit nigériens, seul Air Niamey bénéficie régulièrement des droits de trafic sur l'Arabie Saoudite depuis 2004. En 2007, Air Niamey a pu offrir aux pèlerins nigériens l'atterrissage à Médine pour la première fois de l'histoire des vols Hajj, bien avant l'arrivée de Max Air dans les opérations du Hajj au Niger. Après la nouvelle répartition du quota entre Flynas et Air Niamey, le COO nous a demandé, la compagnie Max Air et nous, de nous rapprocher afin de conclure, d'arriver à un partenariat fécond. Donc, sous leur coupe, on s'est réunis au commissariat au Hajj et le secrétaire général du COO, qui était en charge de superviser la réunion, et le conseiller du commissaire nous ont demandé de proposer quelque chose. Nous leur avons dit, nous ne sommes pas demandeurs, donc c'est à vous, c'est à eux plutôt de vous proposer quelque chose, et nous, on va étudier cette proposition. Alors, là, les représentants de Max Air a dit qu'ils voudraient que, bon, par équité, comme il y a 6 000 pèlerins, qu'on ait 3 000 et qu'eux, ils aient 3 000. Le SG leur a dit, mais vous n'avez pas compris que vous n'êtes plus dans la compétition, puisque le contrat a été attribué à Air Niamey. Donc maintenant, nous, on voudrait que vous vous entendiez. Vous avez des avions, Air Niamey a certainement un avion en location. Nous voudrions que vous parveniez à vous entendre afin que cette opération se passe normalement. À retrouver l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de ce journal. Cela dit, ouverture ce matin des travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre. 5 jours durant, les conseillers du CSC examineront et adopteront les rapports des journées d'échange initiées dans les régions de Dosso, Agadez et Zender. C'est Nimekido Jibril. À travers cette session ordinaire du mois d'octobre, le Conseil supérieur de la communication CSC vise à examiner et adopter les rapports des journées d'échange initiées dans les régions de Dosso, Agadez et Zender. Ces journées ont porté sur le rôle des médias dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale au sein des communautés. La session se penchera aussi sur les propositions et recommandations issues de ces journées déjà prises en compte dans le plan stratégique du CSC en cours de finalisation après sa validation lors de la session de septembre dernier. Au cours de la présente session, nous aurons à échanger sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil au titre du mois de septembre 2014. 2. Information sur le Conseil supérieur de la communication. 3. Examen et adoption des rapports des journées d'échange d'Agadez, Dosso et Zender. 4. Examen et adoption des rapports de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. Et enfin, 6e point, questions diverses. 5 jours durant, les points inscrits à l'ordre du jour de cette session seront examinés pour une meilleure émergence du secteur médiatique du Niger. Cérémonie de présentation au drapeau ce matin au centre d'instruction de la garde nationale, 6 au quartier Bassoura, de 992 élèves gardes nationaux après 10 mois de formation. Une cérémonie qui a vu la présence du ministre en charge de l'Intérieur, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des parents de nouvelles recrues. Le compte-rendu de Yima Saïd. Les honneurs vous sont rendus par la fanfare de la garde nationale, suivi du drapeau et sa garde, de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la 10e compagnie d'élèves garde promotion 2014, sous les ordres du chef d'escadron Salis Maman, commandant centre. À vous, monsieur le ministre.
Ils sont au total 992 élèves gardes nationaux, dont 31 filles et 961 garçons à être présentés au drapeau après 10 mois de formation militaire. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'Intérieur, du chef d'état-major des forces armées nigériennes, du haut commandant de la gendarmerie nationale, du haut commandant sortant de la garde nationale et de plusieurs autres responsables des forces de défense et de sécurité. Le commandant du centre d'instruction de la garde nationale a de prime abord demandé à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire de 2 élèves gardes nationaux, Abdoulaye Maman Magaji et Maman Maifada, décédés des suites d'une maladie lors de la formation. Le commandant Salis Maman a par la suite présenté la promotion 2014 ainsi que les différentes phases ayant constitué la formation. Le contingent 2014 est composé de 992 recrues, dont 31 élèves féminins et 961 masculins sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Ces jeunes recrues ont suivi durant 10 mois une formation militaire et aussi professionnelle aux connaissances techniques et tactiques du combat, le maniement des armes, les règlements intérieurs de la garde nationale et les règlements des établissements pénitentiaires, les techniques d'interpellation en matière de la police administrative et des notions en matière de droits de l'homme. Comme vous le saviez, notre corps constitue aujourd'hui un moyen essentiel de protection de la population nigérienne en tant que police de proximité et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. La dite formation a consacré 3 phases, dont la FCD, le CFCD et la partie spécifique. Pour le haut commandant sortant de la garde nationale, ce contingent vient à point nommé vu la recrudescence des menaces djihadistes qui planent dans la sous-région. Ces nouveaux recrues permettront d'assurer l'intégrité de notre pays et de parer à toute éventualité. Cette cérémonie se déroule dans un contexte sous-régional marqué par l'insécurité et la violence dans certains pays partageant les mêmes frontières avec notre pays. Cette donne nous oblige à redoubler de vigilance afin d'assurer avec succès nos missions régaliennes. Cette cérémonie vient à point nommé car elle permettra à la garde nationale du Niger de renforcer ses capacités opérationnelles ainsi que de ses unités en ressources humaines. Ainsi, face à des menaces multiples que vivent nos frontières, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devrons redoubler de vigilance dans l'accomplissement de nos missions de sauvegarde de l'intégrité du territoire. Le ministre de l'Intérieur, témoignant sa satisfaction aux encadreurs pour la qualité de la formation, a rappelé aux élèves gardes les devoirs qui sont désormais les leurs avant de réitérer le soutien sans faille des plus hautes autorités du pays aux forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie qui se déroule dans un contexte sous-régional perturbé offre l'occasion pour nous de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, et en particulier à la garde nationale, un personnel prêt à servir dans toutes les contrées de notre pays, ce qui accroît substantiellement les capacités opérationnelles et rehausse du coup le moral de nos troupes qui sont sur le terrain. Élèves gardes, vous venez d'intégrer la grande famille des forces de défense et de sécurité. Il vous revient désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre le drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Je ne terminerai pas sans évoquer les mérites de nos vaillants soldats des forces de défense et de sécurité qui se traduisent par leur bravoure, leur dévouement et leur esprit de sacrifice pour la patrie. Ce dévouement et cet esprit de sacrifice sont entre autres des valeurs essentielles que nous retenons de votre métier de soldat, de défenseur de l'intégrité du territoire national et de préservation de la sécurité des personnes et de leurs biens au péril même de vos vies. S'en est ensuite suivi la remise de prix aux meilleurs élèves, ainsi le major du contingent côté garçon et l'élève garde Bouba Alou avec une moyenne de 17,50 sur 20. Il a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA offerte par la Banque Atlantique
Du côté des filles, l'élève garde Nafisa Hiro est la majeure de la promotion avec une moyenne de 15,50 sur 20 et a reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA, toujours offerte par la Banque Atlantique. Une démonstration d'arts martiaux et un défilé des élèves gardes de la promotion 2014 ont sanctionné cette cérémonie. Actualité dans nos régions à présent, le centre de santé intégré du village de Zaboda dans le département de Konni, région de Tawa, a servi de cadre pour des opérations de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus organisées par l'ONG SOS Cancer Niger. Le compte rendu de notre correspondant permanent sur place, Asmana Amadou. 2 villages du département de Konni ont été ciblés par l'ONG SOS Cancer Niger pour organiser des séances de sensibilisation suivies des opérations du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Le village de Laboda constitue la première étape de cette séance de sensibilisation. Le chef du centre de santé intégré de Laboda se réjouit de la forte mobilisation des femmes de cette localité. Vraiment, je suis très content d'avoir vu une ONG comme une ONG SOS Cancer se présentant au sein de mon service pour s'occuper des femmes de notre communauté. Vu l'ampleur du cancer, vraiment c'est une activité très importante pour notre pays et pour la communauté avec laquelle vraiment je travaille. Ça me va droit au cœur par rapport à leur séjour dans mon CSI. Vraiment, j'ai un appel très solennel et encourageant pour les faire venir se faire dépister. Parce que c'est une grande opportunité. Aujourd'hui, des gens qui quittent Niamey, qui viennent au niveau de la communauté pour leur propre santé. Donc vraiment, c'est très important. Les membres de l'équipe de l'ONG SOS Cancer ont tour à tour pris la parole pour expliquer aux femmes l'importance du dépistage précoce. À l'échelle mondiale, le mois d'octobre est consacré aux séances de sensibilisation sur cette terrible maladie. Donc on appelle ça Octobre Rose. Dans le monde entier, on voit que tout le monde fait des activités de sensibilisation, de dépistage sur le cancer du sein. Comme vous le savez, le cancer du sein est un fléau qui tue de plus en plus les populations dans le monde et au Niger également particulièrement, les femmes sont vraiment touchées. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de venir au plus près des populations pour marquer Octobre Rose, les populations rurales, donc du CSI de Laboda et Bazaga, pour faire de la sensibilisation, mais également du dépistage gratuit pour détecter des cancers ou des lésions précancéreuses. Parce que pour le cancer, la détection précoce, c'est le seul gage de guérison. Les signes, c'est quoi? Parfois, le plus souvent, ce n'est pas la douleur. Parce que vous savez, dans nos pays, les gens, ils associent la douleur à la maladie. Malheureusement, pour le cancer, ce n'est pas comme ça. Quand il y a la douleur, le cancer est déjà évolué. Au début, la femme, elle peut avoir une tache sur le sein, une boule dans le sein, une plaie qui ne guérit pas au niveau du sein, ou bien une boule seulement dans les selles. Ça, c'est des signes, les premiers signes. Ou bien un écoulement du sang par le mamelon. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de signes. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le sein qui change d'aspect. La femme doit connaître son sein. Le maire de la commune rurale de Bazaga, les femmes qui ont bénéficié de ce dépistage ont remercié de vive voix l'action humanitaire de l'ONG SOS Cancer Niger à l'endroit des populations du monde rural. Vraiment, je suis très content de cela. Parce qu'il y a 1 millier de femmes là, ici, là, qu'on voit partout. Vraiment, comme l'initiative de l'ONG a montré et que les habitants ont répondu à l'appel de l'ONG. Donc, ils savent l'intérêt de cela. J'appelle certains partenaires de faire comme l'ONG, SOS Cancer. J'appelle encore d'autres partenaires, aussi loin qu'ils sont, qu'ils viennent à l'aide de cette population-là qui ne cesse de les accueillir. Mun gode ma Allah, mun gode ma kungiyar SOS Cancer
da ta kawo gudunmawarta ga mata nan na jihar Laboda da jihar duka gaba ɗaya kowa na godiya. Allah ya saka da alheri. Muna fatan SOS Cancer ta ci gaba da wanga taimakon da take yi. Allah ya saka da alheri, Allah ya sa su ci gaba. Mun gode musu sun ka zo mana taimako tun da wata ƙasa ciwon sankara sun ka taimaka mana. Ubangiji Allah ya tsare su, Allah shi haza su bisa makiya. Mun gode musu sun taimaka mana magani, mun ji daɗi kuma mun ji daɗi. Ƙasar ma ta ji daɗi. Kana iya ganin wani ciwo baka da magani ne, amma su zo da magani sai ya taimaka ma. Allah ya yi maka rayuwa sai ka tashi. To mun gode musu, Allah shi musu albarka, Allah shi ba su gaba, Allah sa su ci gaba da aiki, Allah shi bar cikin iyalinsu. À la fin de cette séance de sensibilisation et du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, les cas qui ont été détectés seront pris en charge gratuitement par l'ONG SOS Cancer Niger. Et puis fin à Tawa, des activités entrant dans le cadre du Forum de la jeunesse sur la migration, la paix et le développement. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Retrouvons les précisions de Asman Amadou. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à la cérémonie de clôture des travaux du Forum des jeunes sur la migration, la paix et le développement organisé à Tawa par l'ONG Lutte contre la migration clandestine et la traite des enfants en collaboration avec le collectif des rapatriés nigériens. Les participants au Forum des jeunes sur la migration, la paix et le développement tenu à Tawa du 23 au 25 octobre 2014 recommande à l'État du Niger et ses démembrements 1. D'intensifier les actions de développement et de lutter contre la pauvreté et le chômage qui sont les principales causes de la migration clandestine. 2. De veiller à l'application stricte des instruments juridiques qui protègent les droits des migrants, notamment le protocole de la CEDEAO, celui de l'UEMOA et bien d'autres normes internationales. 3. D'intensifier les formations et renforcer les capacités de forces de défense et de sécurité sur les instruments juridiques protégeant les droits des migrants. 4. De poursuivre les activités de réinsertion des rapatriés nigériens afin de faciliter leur intégration et créer des centres de capitalisation. 5. Mettre fin aux raquettes du monde sur les postes de contrôle et frontalières et sanctionner les auteurs. 6. Poursuivre les programmes de formation professionnelle et d'emploi des jeunes. 7. Allouer des ressources conséquentes au comité ad hoc pour accélérer l'élaboration de la politique migratoire du Niger en tenant compte des réalités du pays. 8. Impliquer les OSC en général et les organisations des jeunes en particulier à toutes les étapes de l'élaboration de cette politique. 9. Veiller à l'application des recommandations du Forum de la diaspora nigérienne tenu à Niamey. 10. Encourager et faciliter l'investissement des Nigériens à l'extérieur à travers des exonérations fiscales. 11. Veiller à ce que les représentations diplomatiques et consulaires du Niger respectent leur cahier de charges en défendant les intérêts de nos ressortissants dans leur pays. À l'ouverture des travaux de cette importante rencontre de la jeunesse à Tawa, le jeudi 23 octobre 2014, le gouverneur de la région de Tawa, le vice-président du conseil régional et le vice-président du conseil de ville ont tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative. Tout au long des travaux de ce forum, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse exhorte les participants à faire un échange fructueux quand l'occasion se présente sur les questions de migration clandestine afin de réfléchir aux solutions idoines au profit de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse nigérienne. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations au gouverneur, au président du conseil régional et au président du conseil de ville de Tawa pour leur appui du côté de la jeunesse. Une photo des familles pour immortaliser l'événement.
Activité des partis politiques à présent, direction Guidan Romji dans la région de Maradi où le bureau communal MNSD Nassara de la dite localité a été renouvelé et sans surprise c'est le ministre Salissou Ada qui est désigné à la tête du bureau communal MNSD Nassara de Guidan Romji. Conformément aux dispositions des textes fondamentaux du parti MNSD Nassara, les militantes et militants de la dite formation politique de la commune urbaine de Guidarumji ont convoqué cette conférence communale ce samedi 25 octobre 2014 pour procéder à la mise en place des membres du bureau communal MNSD Nassara sous section de Guidarumji. Après un consensus entre les prétendants au poste du président du bureau, le ministre Salissou Ada a été élu président du bureau communal MNSD Nassara sous section de Guidarumji. To alhamdulillahi mun yi sulhu da ni da wanga ƴan uwana sun amince sun jaye sun bar mini ina yi musu godiya Allah ya saka musu alheri amma sun buƙaci wa abubuwa wanda ni na amince kuma ina neman conference communal da mu wannan kokarin a cikin su za mu ɗauka premier vice president guda kuma ya zamanto mataimaki na biyu dan dai ina son aikin da za mu yi shi tare da su saboda duk wanda yace yana so dan ya cancanta ne ya dauki matsayin yace yana so shawar da muka yi Ibrahim zai dauka matsayi mataimaki na farin shi kuma zai dauka mataimaki na biyu idan kun amince a taba jama'a. Désormais élus, les nouveaux membres du bureau auront pour mission la mobilisation des militantes et militants dans le but de donner une assise confortable au parti dans la commune urbaine de Guidarumji. Pendant ce temps, la coordination départementale MNSD Nassara de Madarumfa renouvelait les membres de sa structure. À l'issue des votes, c'est Elhaj Charo Dandadi qui est élu président de la dite coordination, n'est-ce pas, Alzuma Seni Soumaïla? Le renouvellement du bureau de la coordination départementale MNSD Nassara de Madarumfa et la mise en place des comités de base du parti dans les différents villages du dit département, tels sont entre autres les points fondamentaux inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre politique des militantes et militants du MNSD Nassara du département de Madarumfa. À l'issue de cette rencontre, les délégués ont reconduit à l'unanimité Elhaj Charo Dandadi à la tête de la coordination MNSD Nassara, section de Madarumfa. Une confiance renouvelée, remerciée de manière légitime par le député réélu à la tête de la section et d'autres grands militants du parti. départemental na jihar Madarumfa da sunan ku na parti MNSD Nassara na gode Allah saka da alheri wannan amana da kuka bamu muna maku godiya muna tarjin godiyar mu kuma muna addu'a ga bakin mu da suka ziyarto mu ubangiji Allah mai da su gida lafiya ubangiji Allah mai da su gida lafiya Nassara Nassara Nassara. L'ensemble des délégués de ces 6 sous-sections ont renouvelé leur confiance à l'unanimité au député national Elhaj Charo Dandadi qui était le président de la coordination sortante. Et les autres membres ont été élus de manière consensuelle telle que prévue et disposée par nos textes du parti. Parce que MNSD Nassara, les urnes aller aux élections, c'est l'exception. C'est le consensus qui est la règle. ana cewa MNSD ta yi mita rafi kai kaza kaza to mu MNSD jihar Madarumfa muna nan daram kuma har yanzu coordinator din mu shine Elhaj Charo Dandadi kuma muna isar da sahihu godiyar mu da jagorancin wannan minista Albada Abuba da kuma kokarin da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ke kawowa. Cette réélection de Elhaj Charo Dandadi à la tête de la section MNSD Nassara de Madarumfa pour une durée de 5 ans est due à son engagement et le travail qu'il a effectué pour agrandir le parti lors de son mandat précédent.
Restons à Maradi où le comité de base du parti PNDS Tareya du quartier Bagalam a animé samedi dernier un meeting géant. Il s'agissait à travers ce meeting d'accueillir officiellement dans les rangs du parti rose présidentiel quelques 253 femmes ayant définitivement claqué les portes de leur formation politique respective d'origine. La correspondance RTD Maradi de Arjuma Seni Soumaïla. Ce grand rassemblement du Parti Rose est organisé par le comité de base à PNDS Tareya du quartier Bagalam de Maradi pour accueillir 253 femmes d'autres partis politiques qui ont décidé de rejoindre les rangs du parti PNDS Tareya. Une cérémonie encouragée par les grands militants du parti et parrainée par des membres du comité exécutif national du PNDS Tareya comme l'honorable Sarkinyaki de Maradi qui a mobilisé une multitude de militantes et militants. À cette occasion, les représentantes des femmes qui ont adhéré au parti ont pris la parole pour dire les raisons qui les ont poussées à venir prêter main forte au programme de la Renaissance. Après leurs interventions, des membres du comité exécutif national et des responsables régionaux du PNDS Tareya ont félicité cette décision des femmes qui sont venues agrandir les rangs du PNDS Tareya. Zowa wannan mata guda 250 jama'a Allah saka musu da alheri lalle tahiya tayi tahiya jama'a ni nayi shekara 24 ina shigowa ina campaign cikin Bagalan jama'a sai in ce maku yau sai in duka ƙasa in sha ruwa alhamdulillah tunda muka samu waɗannan uwaye na mata kenan mun ƙare da Bagalam a ci gaba da addu'a mu dai mun san wannan yaƙi da muke da sunan jahanmu ne da sunan garinmu ne muke yi shi kuma in Allah ya yarda in dai kana abu fi sabilillahi to Allah zai kawo lokaci wanda kowa za ya fahimta. L'arrivée de ces femmes au PNDS Tareya renforce davantage la position du parti dans le quartier Bagalam et au-delà dans la région de Maradi. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Je l'annonçais, le président directeur général de la compagnie de transport aérien Air Niamey a animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci est relatif au transport de pèlerins nigériens du Hajj 2014 ainsi que les difficultés provoquées par certaines compagnies, des difficultés qui ont d'ailleurs failli entraver le bon fonctionnement, le bon déroulement, j'allais dire, du Hajj cette année. Écoutons à ce sujet les explications de El Hajj Ibrahim Abdoulaye Diori. Très bonne réception, au revoir. Je voudrais ici rappeler que le marché de transport des pèlerins n'est pas un marché public. Comme le dit et veut le faire croire M. Hamma Amadou dans une interview accordée à Monde Afrique, dans l'unique intention de nuire. Le marché, pour son information, est conclu entre les agences de pèlerinage et les compagnies aériennes, retenues selon un processus de négociation sous la supervision de la commission d'organisation du Hajj et de la Oumra, qui est l'organe régulateur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lui dire qu'il est très bien placé pour savoir